Aujourd'hui en direct pour une émission Fil Rouge consacrée à la vaccination, à la campagne de vaccination en Algérie. Pour m'accompagner pour ce nouveau plateau, j'ai avec moi le plaisir d'avoir Samuel Mouloud qui est cofondateur du site MC News DZ, site d'information nationale. Samuel, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour aux Ça va téléspectateurs. Oui, Vous allez bien? De là, c'est bon. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Oui, Vous bien êtes sûr, aussi avec accompagné plaisir. par Massilia Zouari. Vous êtes nutritionniste. Vous allez nous accompagner aujourd'hui également. Bonjour. Merci. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous terminerons aussi notre tablé par Dr Anas Bahmed. Vous êtes psychologue et vous faites aussi partie du collectif avec Samir et Massilia. Bonjour. Merci d'avoir été parmi nous. Alors, vous activez tous les trois dans le monde de la prévention contre le Covid. Exactement. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment vous vous êtes tous rencontrés? Parce que d'après vos postes, vous activez pas du tout dans les mêmes sphères. Donc, on part d'un fond du cofondateur, d'un journaliste, nutritionniste. Voilà. Samir, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait, comment vous êtes rencontrés? Tout a commencé avec une entreprise privée qui a annoncé un projet pour la prévention ou bien pour la sensibilisation, si on peut dire ça. Donc, cette équipe a été formée, a été composée par des gens qui nous ont quittés aujourd'hui. D'ailleurs, je salue l'équipe qui a travaillé avec nous, bien sûr. Donc, voilà, on a recruté, ils m'ont recruté moi d'abord, après les autres, des médecins, des psychologues et Mama Sidia et des autres. Voilà. D'accord. Et en fait, donc là, on parle d'une société privée qui vous a tous recrutés. Dans quel but en fait? Par exemple, Massilia, dans quel but vous avez été recruté en tant que nutritionniste dans la sensibilisation Covid-19? Alors, en fait, c'était un projet national, c'était le PNES, c'était le projet national de l'éducation sanitaire. Donc, la particularité de ce groupe ou de ce projet, c'était qu'on était une équipe complète. C'est qu'on était dans l'obligation d'avoir une équipe au complet, une équipe médicale ou scientifique au complet. Donc, il y avait des nutritionnistes, des médecins, des psychologues, des biologistes et aussi même des herboristes pour pouvoir assurer cette campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Donc, le but, en fait, c'était de guider les gens les différents domaines, nos différentes professions, donc de guider les gens à essayer de sortir de ce fléau, de ce virus, de cette situation. Et mon rôle en tant que nutritionniste, c'était de guider ces gens-là à bien manger, en fait, tout simplement, d'apprendre les bonnes manières, d'essayer de trouver les bons aliments pour essayer d'éviter ce virus. Très bien. Et Anna, si vous deviez nous résumer également, je rappelle que vous êtes psychologue, quel est le rôle d'un psychologue dans cette aventure-là également? Alors, peut-être je vais commencer par une petite phrase, peut-être qui résume le tout. On dit que dans l'incertitude, le cerveau ne fait rien. Et face à la Covid, au coronavirus, on a pu déceler certains comportements, une certaine panique, entre guillemets. Et là, c'était le rôle du psychologue, parce que le psychologue était là pour mieux orienter et mieux éclairer les esprits aussi. Parce qu'on n'oublie pas qu'il y avait beaucoup d'émotions négatives, beaucoup de peur. Il y avait aussi certaines personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu des parents. Donc c'était aussi là notre rôle, c'était d'accompagner et d'orienter ces gens, ces patients, de les aider à mieux gérer le stress. Voilà, un véritable accompagnement psychologique. Voilà. Est-ce que vous avez, pendant que vous êtes intervenu dans ce projet-là, est-ce que vous avez découvert des gens qui étaient en détresse psychologique suite au confinement, suite au Covid, qui vivaient mal? Et si oui, en fait, comment vous les avez accompagnés? Alors oui, bien sûr, parce que c'est une nouvelle situation. Et dans chaque nouvelle situation, on peut apercevoir certains comportements anormaux, entre guillemets, si on peut dire ça. Alors notre rôle aussi, c'était d'orienter et d'expliquer et d'écouter beaucoup plus. Parce que nous, en tant que psychologue, il y a l'écoute active. Et nous, en tant que professionnels de la santé mentale, on tente d'écouter les gens, de les rassurer, de les accompagner, de les orienter, même par exemple de leur proposer des services qui sont plus ou moins adéquats à ce qu'ils éprouvent. Par exemple, il y a des gens où ils ont souffert de conflits familiaux, de conflits conjugaux, donc on les oriente vers des spécialistes, des thérapeutes familiaux. Pardon. Donc là, c'était nous, en tant que psychologues,
là où on était au premier plan, c'était un peu écouter et orienter. Donc une écoute-orientation. Voilà, une écoute et une orientation, parce que là, c'était une situation un peu d'urgence. Ensuite, on oriente vers des services ou vers des confrères qui sont plus habilités à prendre en charge les problématiques rencontrées. Par exemple, dans le cas des familles, on oriente vers des thérapeutes familiaux. Dans le cas où ça nécessite un peu un côté psychiatrique, on oriente vers des psychiatres parce qu'il y a eu des décompensations suite au confinement, suite à la panique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce qu'une décompensation? Alors, une décompensation, brièvement, c'est par exemple là des gens qui ont souffert déjà, là, qui souffraient déjà d'une fragilité psychique, et avec le confinement et avec, pardon, et avec le coronavirus, ça s'est un peu développé et ça s'est ça s'est orienté beaucoup plus vers la psychiatrie. C'est ça un peu la décompensation. Donc c'est là où en fait la partie orientation du patient était entrée en jeu. Je vais me retourner vers vous, Samir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait quelles ont été en fait les actions concrètes entreprises pour la sensibilisation? En fait, vous avez sensibilisé comment, où et avec quel discours? D'accord. Donc, tout a commencé en mois d'octobre 2020. D'ailleurs, il y avait une équipe qui a commencé à travailler sur ce projet-là pour se préparer et tout. Donc, nous, on a intégré à partir du mois d'octobre. Après, donc, on parle d'octobre 2020. Exactement. Donc, la première action, c'était à la Grande Poste. Elle a duré 20 jours. Donc, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, il y avait pas mal de profils. Enfin, il y avait des médecins, des nutritionnistes, des biologistes, des herboristes et des psychologues à l'écoute du citoyen. Donc, c'était beaucoup plus pour faire l'orientation et le conseil. Donc, puisqu'on ne pouvait pas faire autrement, on n'est pas habilité à faire ça. Donc, on va dire, c'est au ministère de la Santé de s'en charger de ça. Mais donc c'était beaucoup plus pour faire la sensibilisation, pour éviter. Il y avait des gestes il y avait des trucs à ne pas faire pour corriger les idées qui circulaient sur les réseaux, surtout la première période. Et là, quand je parle du mois d'octobre, on était en pleine deuxième vague, donc c'était vraiment énorme en ce qui concerne les statistiques. Donc après, on a travaillé sur 1er mai. Sidi Mohamed. Donc, c'était pareil. Vous travailliez à chaque fois, vous étiez ensemble à travailler? Oui. D'accord. Voilà, donc on choisissait à chaque par équipe, par brigade ou comment? Par équipe. Donc, justement, on pouvait pas faire plein d'événements, c'est-à-dire en même temps, sur plusieurs endroits en même temps. Puisqu'on avait une seule équipe, nous, on a formé une seule équipe. Donc, cette équipe a été composée par les profils que j'ai cités tout à l'heure. Donc après déjà sur la Grande Poste, on a fait 20 jours. Au début, c'était prévu qu'on fasse 10 jours seulement. Mais avec la demande des citoyens et des autorités publiques, ils nous ont demandé de prolonger puisqu'il y avait la rentrée sociale. Donc on a prolongé 10 jours de plus et ça a eu plusieurs échos. D'ailleurs, notre première apparition médiatique, c'était sur ce plateau-là déjà. Voilà. Donc voilà. Après Sidi Mohamed, il y avait Haidara, il y avait Belouzdat. Donc toujours c'était des chapiteaux qui se baladaient, vous receviez les gens. Mais on n'avait pas juste l'équipe fixe, c'est-à-dire les chapiteaux. Donc on avait aussi une équipe mobile qui faisait le tour des institutions, des écoles, restaurants, voilà. Donc chaque activité qui se trouve dans le périmètre là on travaillait. Donc il y avait une équipe mobile qui faisait le tour pour vérifier le bon déroulement du protocole sanitaire ou bien la bonne application, voilà. Donc, il y avait les biologistes qui donnaient des conseils par rapport au type de bavette qu'il faut porter, comment se protéger, les Donc, j'imagine aussi des nutritionnistes comme Massilia aussi. Je me retourne vers vous aussi, Massilia. Voilà. Donc, par exemple, vous, Massilia, votre rôle, vous nous l'avez expliqué en début. Je rappelle, vous êtes même nutritionniste. Donc, c'était en fait apprendre aux gens à mieux manger en période de pandémie. Mais moi, la question que je me pose, est-ce qu'on mangeait plus mal en confinement? Et est-ce qu'on se laissait plus aller en confinement sur la qualité de ce qu'on mangeait? Et quelles ont été les répercussions en fait par rapport à une propagation ou non du virus? Alors, il faut savoir déjà que le coronavirus atteint principalement les voies respiratoires, comme on le sait tous. Et quand il y a cette atteinte au niveau des voies respiratoires, il y a ce qu'on appelle une inflammation. Donc c'est un syndrome inflammatoire, accompagné d'un hypercatabolisme. J'explique, donc l'hypercatabolisme, c'est le fait que le corps humain utilise plus de réserves que d'habitude.
Donc là, il est en train de brûler. Donc logiquement, il utilise plus de réserves pour se défendre. Pour se défendre. D'accord. Mais après, il n'y a pas cette défense réellement. Il utilise des réserves pour rien, on va dire. Et quand il y a cet hypercatabolisme, en parallèle, on a une perte d'appétit. Donc le patient ne mange plus. Même s'il n'est plus atteint, il est guéri. Le patient ne mange plus. Il a une perte d'appétit qui est principalement liée à cette inflammation, mais aussi liée aux symptômes, comme la fièvre, comme la perte de goût, la perte d'appétit, etc. Et quand on a ces deux phénomènes qui sont en parallèle, là, on a le patient qui est automatiquement dénutri. Et quand le patient est dénutri, on a des personnes, oui, qui prennent conscience et qui essayent de manger équilibré, qui essayent de manger varié et qui essayent de finer et trouver les minéraux, les vitamines nécessaires. Mais on a aussi des personnes qui ne savent pas comment faire et comment réagir. On a par exemple l'histoire des compléments alimentaires. Il y a pas mal de personnes et beaucoup de personnes, lors de la première vague ou de la deuxième vague, ils essayaient de prendre des compléments alimentaires automatiquement, ce qu'on appelle une supplémentation automatique. C'est-à-dire que la personne n'est pas carencée, elle n'est pas malade, mais elle prend quand même de la vitamine C. On rajoute des choses qui ne sont pas inutiles au corps. Qui sont pas utiles plutôt. Donc là, vous, votre rôle au niveau de cette campagne de sensibilisation, c'était en fait de dire aux gens, faites attention à ce que vous mangez et à comment vous utilisez. Voilà, exactement. Ouais. C'est pas parce qu'on prend de la vitamine C en excès que ça veut dire qu'on est en train de rapporter quelque chose de bien au corps. Au contraire, là, le corps, il a un paramètre qu'on appelle la DGA. C'est la dose journalière admissible. C'est-à-dire si on donne au corps plus de la vitamine C qu'il nécessite, il va la rejeter rapidement. Je comprends. Et donc en fait maintenant, je vais vous demander de rester avec nous. En fait, on va revoir un sujet de notre confrère Majid Benkassi sur la vaccination dans les mosquées. Il y avait vraiment foule cet après-midi à la place des Martyrs à Alger. Une seule raison, profiter de l'ouverture d'un centre de vaccination anti-Covid et se faire vacciner. Cela a commencé il y a quelques jours et l'opération s'est poursuivie juste après la prière du vendredi. Il suffisait juste de présenter une pièce d'identité et répondre à quelques questions liées à sa santé avant de recevoir votre première prise. Vous n'avez pas peur? Non, j'ai pas peur. J'ai peur du Covid plutôt, ce n'est pas du vaccin. Le vaccin, c'est pour sauver la vie, c'est le contraire du Covid. C'est le danger, c'est le Covid. J'encourage tout le peuple algérien à se faire vacciner. C'est une bonne chose. C'est une protection pour nous et pour nos enfants. Et puis, nous avons le choix entre deux vaccins. Un geste devenu nécessaire pour freiner un tant soit peu la menace croissante du virus qui connaît de réelles mutations. L'importance de cette vaccination massive contre le Covid-19, c'est réduire les cas Covid-19 et bien sûr réduire les complications liées à la maladie. Inch'Allah, réduire tout le nombre d'hospitalisations et le nombre de cas et la réanimation. Voilà, c'est le but principal de cette vaccination. Cette campagne a commencé le 30 juin 2021. Le dispositif a été mis en place au niveau de la place des Martyrs. Donc, par jour, à peu près, on a vacciné 100 personnes, des fois 150 personnes par jour. Donc, on a profité aussi d'organiser cette opération aujourd'hui, le vendredi, après Salat al-Jumu'ah, et ça pour convaincre les citoyens pour les faire vacciner. Une campagne de vaccination ouverte à tous, surtout avec la disponibilité actuelle du vaccin. Tous les âges, à peu près, même les jeunes sont venus pour les faire vacciner. Voilà, même les malades chroniques, les personnes âgées, même les jeunes. Bien sûr, j'encourage, je fais appel aux citoyens de venir pour les faire vacciner, vu que le vaccin est disponible. Oui, cette troisième vague, elle a poussé les gens à venir, oui. Il ne faut pas se dire que je ne tomberai jamais malade. Il y a un vaccin qui est injecté dans le monde entier. Il faudrait juste faire autant. J'ai des frères à l'étranger qui sont déjà vaccinés depuis plus de 3 mois et ils se portent bien. Je demande à la population algérienne, soit homme ou femme, qu'il aille se faire vacciner. Parce que c'est très important et c'est très sain et c'est quelque chose de sûr. Alors il faut se faire vacciner. C'est la solution, une nécessité. Oui, oui. C'est une nécessité surtout pour les gens qui travaillent
avec la population qui sont exposés, je ne sais pas, qui sont exposés aux gens, aux guichets. Le message est donc lancé, il suffit juste de se rapprocher des différents centres de vaccination ouverts pour accélérer la lutte contre la Covid-19. Il y va de notre santé à tous. Un sujet de Majid Benkassi qui nous parle de la vaccination. Chers amis, merci d'avoir été là. Samir Mouloud, je rappelle que vous êtes cofondateur du site MC News DZ, qui est un site d'information nationale. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Massilia Zouari, merci d'avoir été parmi nous. Je vous rappelle, vous êtes nutritionniste, vous œuvrez aussi avec Samir dans la prévention au risque de propagation du Covid-19. Exactement. Voilà. Docteur Anas Baham, vous êtes psychologue, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci pour ce que vous faites tous par rapport à la sensibilisation. Nous allons voir un sujet sur la vaccination des scouts musulmans, toujours de notre cher confrère Majid Benkassi.